Ben écoutez, on va attendre un peu, hein, les connexions se font progressivement. On espère que vous allez bien. Euh, Vous êtes plus d'une centaine, hein, vous êtes inscrits, donc ça arrive progressivement. On vous expliquera alors un peu la durée, ça durera à peu près entre 1 heure 15 maximum. On va essayer de rester assez succinct sur un sujet qui est très très vaste. Il y aura un temps de présentation et puis après un temps d'échange à l'issue. Et on va vous expliquer les fonctionnements alors, qui varient en fonction de la bande passante dont vous pouvez bénéficier. Et on va voir ça progressivement. C'est bon? Bon, ben voilà, on va commencer. Les auditeurs et les auditrices, vous allez vous connecter progressivement. On va commencer doucement. Ben écoutez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci de vous être connectés à cette petite ce petit webinaire bon, qui est sans prétention, hein, mais qui va nous permettre un peu d'échanger sur un sujet qui est d'actualité, d'autant plus lié au Covid, avec les incidences qu'il peut y avoir sur le bien-être, on va dire, psychique des personnes. Tout d'abord, le fonctionnement, donc durer 1 heure 15. On va vous demander si pour voir les slides qui vont défiler, on a fait le choix de ne pas diffuser de vidéos parce que les vidéos en fonction de la bande passante, c'est pas évident. Donc vous avez un petit rectangle avec 3 points. On vous demandera de cliquer, vous verrez progressivement, on va mettre des photos d'illustration et vous devriez les recevoir en plein écran. Voilà. Autre chose, il y aura possibilité de le voir en replay, c'est-à-dire que si vous avez un problème de connexion, vous recevrez un message, vous pourrez le revoir prochainement en replay. Pour les questions, le plus simple, on vous a coupé les micros, la parole. Bon, par contre, vous pourrez passer par le chat. Il y a Manon qui gère le chat. Et à l'issue, on fera un petit échange de 15 à 20 minutes pour pouvoir parler, pour répondre à vos questions et à vos préoccupations. Concernant le Covid, on est vaccinés dans la salle, Bruno et moi. Et puis les collègues qui sont à la régie également, ils ont leur masque, il faut respecter les fameux gestes barrières. Voilà. Donc moi je me présente, je suis Didier Jaffiol, je suis un des cofondateurs de la méthode GESIVI, gestion des situations de violence. Cette méthode a commencé toute petite, hein, il y a une vingtaine d'années, ça fait 20 ans cette année, hein, et on m'a proposé, je suis très honoré qu'on m'ait demandé d'être le modérateur de cette petite soirée. Alors, qui suit cette formation? On va voir le slide. Alors comme ça vous permet également pour débuter de voir, vous devriez le recevoir en plein écran, cette diapo. Qui suit ces formations, vous avez des travailleurs sociaux et tout ce qui est l'accueil à la personne, l'accompagnement, les services éducatifs, les services de soins, le secours à personne également. Il y a tout ce qui est secours à la personne, services d'urgence, les services d'accueil, les logeurs, les bailleurs sociaux, hein, qui suivent ce genre de formation. Voilà, on est resté sur le champ de l'accompagnement médico-social. C'est notre cœur d'action et de recherche là-dessus. Alors GESIVI, c'est commencé par une association, c'est devenu après un centre de formation au cours du temps. Notre objectif, un de mes objectifs, c'est de créer de l'emploi et toujours d'être dans la recherche-action pour essayer d'apporter des outils de régulation autour de la violence. Autre sujet sur lequel on milite assez, c'est celui du harcèlement et de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais ça on le fait dans le cadre plus associatif. Voilà. Et puis on a une pensée aussi parce que la disparition de collègues, et nous, entre autres, pour les sapeurs-pompiers, on a toujours une pensée pour notre collègue Jouffroy Henri, un collègue qui nous a quittés il y a 2 ans, parce que pour nous, il est le symbole de ce contre quoi on lutte, c'est-à-dire l'obscurantisme et parfois la haine et la violence de l'autre. Il a été poignardé par celui qu'il allait aider, pour qui il allait porter secours.
Et bon, là aussi, on va avoir une pensée également pour Stéphanie, la policière de Rambouillet, qui s'est faite mortellement poignarder par un individu qui était habité par la haine et la violence. Voilà. Gesivi, c'est une intelligence collective. Il n'y a pas de sachant ou de personne qui sait tout. Et dans la liste qu'on a vue, j'ai vu défiler des noms qu'on connaît, qu'on salue, des formateurs de Gesivi, des partenaires, bon, des sapeurs-pompiers bien sûr, de nombreux SDIS, mais aussi le SDIS du Gard avec qui on est partenaire et on a signé une convention avec le directeur départemental. Et puis il y a plein d'initiatives qui se font autour de ce SDIS pour lancer justement, pour aider les collègues à faire face à des situations compliquées. Notre objectif, c'est de travailler avec bienveillance et d'éviter de basculer dans le sécuritaire. Voilà, c'est un peu l'objectif là-dessus. Dans le slide suivant, on va voir un peu les proportions d'agression. Parce qu'on est dans un monde actuellement où on a tendance à pas exagérer, mais à dramatiser certaines situations. Dans cette diapo, vous avez vu, c'est une synthèse des statistiques et des études qui ont été faites sur les violences dans le cadre de l'éducation spécialisée, du monde du médico-social et du secours à la personne. On s'aperçoit que quand même, la première des choses à traiter, c'est les violences verbales. Violences verbales qui représentent 80%, et près de 30% de ces violences sont accompagnées de menaces. Violences verbales et menaces. Il reste 20% de violences physiques, et les violences avec armes mais quand justement c'est des fois avec des issues dramatiques, représentent 2% des agressions. Voilà. Et tout ça représente un ensemble qui a tendance à augmenter ces temps-ci au vu d'un ensemble d'événements et de situations qui conduisent les personnes à être mal dans leur peau. Le dernier slide, c'est le principe du Gesivi. Vous avez vu, c'est un triptyque. C'est avant, pendant, après. Avant, c'est l'anticipation. C'est se préparer. Je me prépare avant, je me forme avant. Et je salue tous ceux, parce qu'il y a pas mal de formateurs, quelle que soit la méthode, il n'y a pas la méthode, la solution, mais je me prépare et je vais m'adapter pendant. L'adaptation, ça va être un peu le cœur de l'action. C'est-à-dire que le passage à l'acte, Gesivi, on est devenu quand même un petit peu les spécialistes du passage à l'acte. Quand les mots s'arrêtent et que la violence physique démarre, comment je repère les items, je détecte ce risque de passage à l'acte par ce tableau de bord. Et puis il y a l'après. Le retour d'intervention, un jeune qui m'a agressé dans l'établissement, une situation de tension dans un quartier, je vais faire un contrôle ou une visite domiciliaire en tant que bailleur et je me fais malmener par les habitants. Le retour est très important. C'est après, je m'améliore. C'est-à-dire avant, je m'adapte, je me prépare. Pendant, je m'adapte. Et après, je m'améliore par le défusing, débriefing et le rétex. Et aujourd'hui, vous avez un socle. C'est le pire ennemi qui n'est rarement en face, qui est avant tout en nous-mêmes, c'est-à-dire tous ces mécanismes qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui et qui des fois nous font mal réagir, ces sentiments ou ces émotions qui peuvent nous tourmenter, qui peuvent nous faire basculer des fois dans des comportements inadaptés. Aujourd'hui, on va parler du socle, c'est les émotions. Voilà. Alors, avec nous, j'ai parlé des cœurs de métier pour lesquels on travaille. On va avoir deux personnes qui travaillent dans d'autres champs, parce que justement l'intérêt de Gesivi, c'est de se nourrir des expériences et des connaissances d'autres cœurs de métier, d'autres champs. Il y a Tiffaine Berceau, elle est doctoresse en neurosciences, elle est coach professionnelle certifiée et consultante en gestion des carrières. Elle assure l'accompagnement donc des personnes dans le cadre professionnel et personnel à la tête d'un organisme de formation certifié. Tiffaine va nous aider à comprendre les concepts clés. Alors on lui a demandé de le faire simplement parce que la neuroscience est très compliquée. On ne va pas rentrer dans les détails, mais elle va nous donner des idées qui nous permettent, une fois qu'on le comprend, d'être un peu plus à l'aise dans la compréhension de ces mécanismes. Et puis après, nous avons Bruno.
Alors Bruno Crenaz, c'est un peu fait partie de ces hommes. Alors c'est à la fois surprenant parce que Bruno est un vieil ami qui depuis de longues années est dans le champ de la recherche de Gézivie. C'est un militaire, hein, 30 ans d'armée. Il n'aime pas trop qu'on étale son CV, mais quand même je vais dire que c'est quelqu'un qui a passé 20 ans à la Légion étrangère en tant qu'officier. Il est aujourd'hui officier de réserve, il est toujours d'active. C'est quelqu'un qui a quand même parcouru énormément de pays dans des situations compliquées, voire parfois critiques. Il est formateur à Gézivie et il est le créateur et le concepteur du GZEOP, qui est le système de gestion du stress et d'optimisation des performances, c'est-à-dire comment m'aider. Je suis éducateur, je suis infirmier, j'accompagne des personnes en difficulté, je suis secouriste, sapeur-pompier. Comment je vais travailler avec ces émotions qui naturellement me bousculent quand je vis quelque chose qui est qui sort un peu de la norme. Alors la première question, je vais me tourner d'abord vers Bruno, hein. Le stress et la situation de crise. Est-ce que ça c'est lié? Alors, bonsoir Didier, bonsoir à tous. Bon, définir la crise, c'est un vaste sujet, hein, mais pour moi, quoi qu'il en soit, le stress et la crise sont indissociables. À partir du moment dans une situation où l'individu ou le groupe sortent de leur zone de confort, hein, forcément, il doit faire appel à l'ensemble de leurs ressources cognitives, physiques, émotionnelles pour faire face à la situation. Donc, faire face à la crise, c'est parfois faire face à un événement qui vient perturber l'environnement et le cours normal du fonctionnement. Et c'est avec ces ressources qu'on doit retrouver l'équilibre, d'où la notion de gestion de crise. Donc, face à une situation, il y a une première évaluation qui se passe. Cette première évaluation, c'est soit on se sent menacé, soit on ne se sent pas menacé. Si on n'est pas menacé, ben, il n'y a pas de stress. Et à partir de là, on va avoir une deuxième évaluation. Et cette deuxième évaluation, c'est qu'est-ce qu'on met face à cette crise. Alors, soit on a la capacité de faire face, donc on a toutes les ressources nécessaires, et là, on rentre dans le cadre de la gestion de crise avec le stress positif, hein. Le sang va se mettre dans les gros muscles, va irriguer le cerveau pour la décision, va irriguer le cœur de manière à avoir la puissance nécessaire. Et donc, on va soit fuir, soit se battre, hein, et c'est les situations qui vont nous permettre de rester en vie, de survivre. Et ensuite, la deuxième évaluation, si jamais on n'a pas les capacités pour faire face à cette crise, là, on va plutôt générer du stress négatif. Et ce stress négatif, s'il s'accumule, il va nous handicaper, hein. Si ce stress négatif il revient plusieurs fois, ou si ce stress, on risque de faire un burn-out. Et si jamais ce stress négatif, il en arrive à être du stress aigu, là, on peut générer un syndrome post-traumatique. Voilà, Didier. Alors, je peux être sujet à de la peur. Moi, j'ai envie de te poser la question. Un homme n'a pas peur, je l'ai très souvent entendu. Et un militaire, quand il est surentraîné, est-ce que, si j'ai bien compris, donc la peur pour lui, c'est pas un sujet? Alors, la peur est une émotion normale, hein. Je pense que les émotions, hein, ma collègue Tiefen en parlera quand on reviendra sur les émotions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, c'est une émotion normale et c'est même ce qui nous a maintenus en vie, hein. Avoir peur, ça nous fait prendre conscience du danger. La personne qui n'a pas peur, elle ne prendra pas conscience du danger et justement, elle va s'exposer. Et c'est comme ça qu'on prend des risques, hein. Quand on sent une menace, notre cerveau, il analyse et il est en train de réfléchir, de calculer, de voir si on aura les ressources pour faire face à cette menace. Et c'est bien pour ça que je dis que le stress est nécessaire et utile, hein. C'est ce stress qui nous met en action, c'est ce stress qui nous donne la force, c'est ce stress qui va nous aider, lorsqu'il est positif, à faire face à la menace. Alors, pour ça, c'est simple, ça passe par une meilleure connaissance de soi, ça passe par des mises en situation et ça passe parfois par l'entraînement. Et c'est ce que font souvent les militaires, hein. On est entraîné pour faire face à la situation. Parce qu'en général, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait? Pour moi, je dis souvent, hein, le stress, c'est du ciné. Alors, quand est-ce qu'on se sent stressé? Eh bien, quand on sent qu'on a peu de contrôle ou aucun contrôle sur la situation.
hein, qu'on a un contrôle faible. Face aux choses qui sont imprévisibles, on peut se sentir stressé. Hein, un événement inattendu, il se produit et là, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se produire. L'incertitude, l'imprévisibilité est source de stress. La nouveauté ici, tant qu'on n'a pas expérimenté, tant qu'on n'a pas recherché le moyen d'y faire face, eh bien, on peut être stressé. Et ensuite, eh bien, la dernière, c'est l'ego qui est menacé. Si nos compétences seront mises en doute, si on doute de nos capacités, ou même si notre ego est mis à l'épreuve, eh bien là, on peut se sentir stressé et menacé. Eh bien, écoute, voilà qui est clair. Ça me rappelle un peu la phrase de Victor Hugo qui disait: où serait le courage des héros s'ils n'avaient pas peur? Donc, autrement dit, tout le monde a peur. Et alors, Tiffaine, qu'est-ce que c'est que la peur? Est-ce que tu peux nous l'expliquer simplement en quelques mots? Ça, c'est un sacré challenge. Bonsoir à tous. Oui, c'est un sacré challenge que je vais essayer de relever. Alors, c'est quoi la peur? Eh bien, la peur, c'est une émotion, c'est même ce qu'on appelle une émotion fondamentale. Hein. Pour ceux qui sont fans des dessins animés, vous connaissez peut-être le fameux vice-versa, où on vous explique un petit peu ce qui se passe dans le cerveau avec ces émotions fondamentales, dont la peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût. Et il manque la surprise. Voilà, donc la peur, tout le monde est concerné, un jour ou l'autre, par la peur. Alors, il faut savoir qu'ensuite, pour une même émotion, on va avoir différentes déclinaisons de celle-ci. Alors, du coup, il y a plusieurs déclinaisons pour une même émotion. C'est ce que vous voyez sur la petite fleur, où j'ai essayé de simplifier vraiment le plus possible. Pour la peur, vous pouvez être inquiet, effrayé, terrifié ou simplement méfiant. Ok, mais ça sert à quoi une émotion? Une émotion, en fait, c'est un message codé de votre cerveau qui va exprimer un besoin. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez que lundi, vous allez travailler dans un nouveau service et que vous serez de garde de nuit. Le service est nouveau, vous n'avez jamais fait de garde de nuit, vous vous dites, oh, là on est jeudi soir, peut-être que vous commencez à être stressé et à vous inquiéter de ce qui va se passer, etc. Et l'inquiétude, c'est quoi? C'est de la peur. Et elle vous dit quoi, cette peur? Elle vous dit que vous avez peut-être besoin d'être rassuré ou de partager avec quelqu'un qui est dans ce service, qui peut vous rassurer sur comment ça fonctionne, etc. Derrière la peur, les besoins souvent associés, ça va être le besoin d'être rassuré, le besoin d'obtenir des informations, le besoin d'avoir du temps pour s'habituer à cette situation, ou alors le besoin d'être en sécurité. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que vous n'allez pas combler le besoin associé à cette émotion, l'émotion ne va faire que s'amplifier. En revanche, dès que vous allez arriver à décoder le message de votre cerveau et donc à combler le besoin caché derrière tout ça, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. En gros, le message, c'est: n'étouffez pas vos émotions, écoutez-les, décodez-les, répondez-y et ça va aller beaucoup mieux. De plus, on sait que les émotions sont très liées avec les prises de décision. Il y a plusieurs études récentes d'ailleurs qui montrent que finalement, les gens qui se laissent guider par leurs émotions et même la peur vont prendre sans le savoir les bonnes décisions. Donc un petit peu pour conclure, la peur c'est normal. Tout le monde est un jour ou l'autre confronté à cette peur et il faut identifier et décoder le message qui est derrière tout ça pour répondre à son besoin si on ne veut pas que cette émotion, cette peur s'amplifie. Voilà pour ce que je pouvais apporter comme précision. Merci, écoute. On va vous passer maintenant un sondage. Dans votre structure, on va vous passer ce sondage. Vous allez répondre et on va essayer de voir un peu. Dans votre structure, existe-t-il des outils ou des procédures pour vous aider à gérer vos émotions ainsi que pour gérer le stress? Allez, vous commencez, vous cliquez oui ou non, ce sont des questions fermées. Et puis après, on développera à partir de là. On est sur une proportion d'environ 2 tiers, 1 tiers. Un tiers, oui, même 40% de structures ont des outils ou des procédures pour aider à gérer les émotions et le stress. Ok. Écoutez, alors une fois qu'on a ça, Bruno, est-ce que les institutions comme les armées, et moi j'ai été très surpris quand on a commencé à travailler ensemble parce que je me suis aperçu que l'armée avait des outils et avait réfléchi à
à ce problème. Est-ce que tu peux nous développer un peu ça? Bon, ben, Didier, depuis longtemps, l'armée a compris qu'une meilleure connaissance de l'environnement, des procédures, des matériels et de soi-même étaient des pistes pour le maintien des capacités de décision et d'action. Donc dans l'armée, il y a plusieurs leviers qui sont utilisés dans le cadre de la gestion du stress. Dans un premier temps, il y a l'entraînement et l'apprentissage individuel ou collectif, hein, qui permet de laisser le moins de place possible à l'imprévisibilité et qui permet aussi de conserver le contrôle de la plupart des situations. Alors, l'entraînement répété, c'est ce qu'on appelle souvent le drill. Hein. C'est un peu ce qu'on fait avec la méthode GZV, où on essaye, par des mises en situation, d'inoculer un petit peu de stress. Et au fur et à mesure, eh ben, le corps apprend et puis le corps s'aguerrit. Hein. C'est pour ça qu'il y a pas mal de centres d'entraînement pour les militaires, dans le désert, dans la jungle ou en montagne. Hein. Ça permet d'augmenter les capacités d'adaptation. Bien sûr, alors ça c'est particulier aux militaires, mais les sollicitations physiques, morales, hein, augmentent la somme des ressources permettant de faire face à la crise et la perception que nous faisons de nos aptitudes, hein, puisqu'on se sent plus compétent, nous permettent aussi de gérer cette crise. Et donc ça, c'est l'objectif de l'entraînement et du drill. Mais depuis quelque temps, hein, l'armée française, hein, a développé tout un système, hein, de préparation mentale au profit des militaires. Hein. C'est ce qu'on appelle les techniques TOP, techniques d'optimisation du potentiel. Alors, la technique TOP, elle s'inscrit dans une approche globale et prend la composante psychologique, hein, de tout ce qui est gestion du stress. Alors, ces techniques, elles permettent une meilleure gestion du stress, elles permettent d'augmenter le niveau d'énergie, hein, de se dynamiser, de calmer, de canaliser ses émotions et aussi de permettre une meilleure récupération. Donc effectivement, l'armée a développé pas mal d'outils pour tout ce qui était Ok. gestion du stress. Ok, ben merci. Alors donc le stress, on a des questions intéressantes là qui apparaissent, on y répondra, hein. Euh, alors pour toi, Tiffaine, si j'ai bien compris, le stress serait donc le signal précurseur de la peur. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? On pourrait le dire comme ça, effectivement. Déjà, le stress, ce n'est pas une émotion, hein, on l'a vu tout à l'heure dans mon exemple. Vous stressez parce que vous êtes inquiet, d'accord? L'inquiétude, c'est lié à la peur, c'est l'émotion. Le stress, ce n'est pas une émotion. Donc comme ça, on a posé les choses. Alors, je ne vais pas vous décrire ce qui se passe tout en détail dans votre corps. Par contre, c'est important que vous sachiez que le stress, c'est une réponse en cascade de votre corps tout entier pour s'adapter à une situation très précise. Il fait face à un déclencheur. Ces déclencheurs, ils peuvent être de différents types. Ça peut être un danger réel. Par exemple, vous vous baladez en forêt et bim, vous tombez nez à nez avec un ours. C'était pas trop prévu. Ça vous file un petit coup de stress. Ça peut être un danger perçu. Mince, ce soir, j'ai le webinaire à 20h et là, je vais être en retard. Donc, un petit coup de stress. Ou bien un danger aussi anticipé. On est installé confortablement dans son avion parce qu'on part en vacances. Et puis tout d'un coup, on se dit, oui, mais en fait, mon avion, là, il pourrait s'écraser. Voilà, tout ça, ça va être des déclencheurs. Il faut savoir qu'un même déclencheur ne va pas engendrer des réactions identiques chez les mêmes personnes. Par exemple, je suis persuadée que parmi nous, il y a des personnes pour qui être en retard à un rendez-vous n'est pas du tout source de stress, alors que pour d'autres, ça va être hyper stressant. Alors, ce stress, qu'est-ce il va engendrer? En fait, une réponse en cascade qui, du coup, va mettre votre corps en tension. Et il va y avoir une tension corporelle et psychique afin de préparer votre corps à la fuite ou au combat. Lors de cette réponse en cascade, on va avoir la libération de certaines hormones. Et les plus connues, je pense, sont l'adrénaline et le cortisol. Le cortisol, c'est quand même l'hormone par excellence du stress. Et donc, tout ça, c'est pour préparer votre corps au combat ou à la fuite. Et donc, votre rythme cardiaque va s'accélérer, pardon. Vous pouvez même être en hyperventilation, accélération de la respiration. On va même avoir les plaquettes sanguines qui vont s'activer en cas de blessure. Donc, c'est pas mal. Et puis, un phénomène dont on ne se rend pas compte, mais vos pupilles vont se dilater. Et ça, cette réaction en cascade va provoquer des émotions comme la peur qui, elle va vous conduire à imaginer
le pire. En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le stress, donc c'est une réaction totalement normale, qui est très utile parce qu'elle nous permet en fait de nous adapter à une situation précise. Et ça concerne tout le monde. C'est utile parce que ça vous permet de vous protéger. Et donc, c'est pas mal quand même. Ok, merci. Alors Bruno, Oui. comment ça se ressent, ce fameux stress en situation, en intervention, que ce soit un éducateur qui est confronté à une situation de violence, un personnel du médical qui est agressé par une famille verbalement, une situation de tension pour un équipage, comment ça se ressent ça? Bon, déjà, les premiers effets du stress, on va les, on va les ressentir inconsciemment, hein. Le corps, il va chercher à s'adapter. Donc, notre, notre cœur va accélérer, hein. Il va pour augmenter la diffusion du sang dans les différents organes majeurs, les gros muscles, hein, va nous permettre, il va y avoir un transport de différentes hormones, hein, comme la cortisol et l'adrénaline, qui vont nous mettre en action et nous permettre d'agir. D'accord. Le stress, Tiffaine, ça peut être un handicap ou un frein durant une intervention. J'ai vu une personne, une dame qui parlait du stress aigu. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, pour répondre à ta question, Didier, sur est-ce que ça peut être un handicap et un frein, j'ai envie de te dire que finalement, tout ça va dépendre de la représentation que l'on va se faire de l'élément stressant et de notre capacité à y faire face. Souvent, j'entends dire, mais Tiffaine, en fait, il y a du bon et du mauvais stress. Non, il existe deux sortes de stress. Vous avez le stress aigu et le stress chronique. Alors, le stress aigu, c'est quoi? C'est un stress qui est très intense, ponctuel et qui ne s'étale pas dans le temps, qui fait suite à un événement qui peut être terrifiant, traumatisant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce stress aigu, il est très intense, ponctuel, il ne s'étale pas, il a une fin, et quand tout s'arrête, nous, on revient à la base, on va dire. D'accord? Et ce stress nous permet, pareil, on est prêt à combattre ou à suivre. Et vous avez également le stress chronique. Alors, le stress chronique, c'est quoi? C'est un stress qui, lui, va se répéter, se renouveler et ou se prolonger dans le temps. Et il se passe quoi avec un stress chronique? Ben, il n'a pas de fin. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans les réactions un petit peu en cascade qu'allait générer le stress, vous avez la libération de cortisol. Et le problème, c'est que finalement, quand vous êtes en stress chronique, vous avez le cortisol qui va venir inonder votre cerveau. Et du coup, vous n'arrivez plus à revenir à un système à l'équilibre et de base. Et votre corps s'épuise. Alors, le stress est bénéfique quand il s'agit de réagir vite contre certains dangers. Il est même utile et donc il est nécessaire à la survie. Mais si il se prolonge, se répète, se renouvelle trop souvent, là, il devient nocif et on n'y arrive plus. Il y a alors le fait que ça se répète, ça se prolonge, etc. Et aussi le fait qu'on pense qu'on ne va pas parvenir à surmonter ce stress. Et ça va conduire à un épuisement. Il faut aussi garder en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure et ce que Bruno aussi vient de vous dire, c'est qu'on ne va pas réagir tous de la même façon à une difficulté ou à une agression. Et donc l'intensité et la répétition du stress peut effectivement être problématique durant une intervention. Ok, ben écoute, merci. Alors là, je vais me tourner vers Bruno parce que bon, voilà, si on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais bon, ce stress précurseur était autrefois exorcisé par ce qu'on pourrait appeler des rituels au sein des communautés, de certaines communautés qui étaient confrontées à ce fameux stress. On peut parler d'alcool, de drogue, de comportements déviants, d'abus de certains produits. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Non, il est clair que si on n'arrive pas à trouver comment augmenter ses ressources, hein, et que, par exemple, le stress, comme a expliqué, ce stress aigu qui peut faire développer un syndrome post-traumatique, hein, à cause de sa répétition et qu'on n'arrive pas à évacuer, on peut éventuellement se tourner vers les addictions que sont la drogue, que sont l'alcool,
hein, la cigarette, hein, même la cigarette, hein, certains, pour le rituel de fumer, c'est un moyen d'évacuer le stress. Hein. Pour d'autres, en rentrant du travail le soir, le moyen d'évacuer le stress, c'est de prendre son verre de whisky. Hein, et lorsque ce rituel devient répétitif, eh bien, on tombe dans l'addiction. D'accord. Voilà. Alors on va faire un petit sondage là. Euh, et vous, avez-vous tendance à augmenter votre consommation dans les périodes de stress? Alors, choix multiples, hein. Le café, la cigarette, vous pouvez en cocher plusieurs, hein, je crois. Hein. Les activités physiques, l'alcool, les activités culturelles, c'est-à-dire on a des retours où les personnes font du chant, font de la peinture, visitent des théâtres, autre chose. Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus? Allez, on vous laisse une petite minute pour répondre là-dessus. Tout à l'heure, c'était intéressant le sondage parce que quand même on voit que les choses progressent dans le bon sens. On avait quasiment 40% des répondants qui disent que dans leur structure, la prise en compte du stress est une mesure de prévention qui est efficiente, qui a l'air de fonctionner, enfin, qui est mise en œuvre. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, Allez, encore quelques secondes pour répondre. Le café était bien parti. Ah, il y a l'activité physique, on a des sportifs, c'est bien. On peut faire de l'activité sportive et de café en même temps. Hein. Voilà, l'autre, j'aimerais savoir ce que c'est. 44%, autre chose. La lecture. Très bien, activité physique, c'est une bonne chose. L'activité culturelle, bon, ouais, d'accord, les musées sont fermés, mais en fait, on est juste à 9% quand même. Hein. Il va falloir faire un effort là. Attendons que ça rouvre. Cigarette, 12%. Café, 39%. Produits hyper utilisés dans les services où il y a des gardes, où il y a des cycles de nuit, de jour, des postes de travail. La cigarette avec quand même la diminution l'autre, il y a le shopping très, très judicieux. Mais oui, ça peut être la compulsion à aller. Le sucre, malheureusement, le chocolat. Ouais, ça, vous parlez à quelqu'un qui connaît le sujet. Là. Voilà, la nourriture, tout à fait. Ok, bon, ben voyez, c'est un ensemble de. Alors maintenant qu'il y a cette. Tu veux intervenir, Ouais, Bruno? ouais, je voudrais Vas-y. préciser qu'effectivement, hein, avoir une bonne hygiène de vie par l'alimentation, le sommeil, le sport, hein, utiliser différents outils hein, comme la méditation, le yoga, ça permet de faire face au stress et d'augmenter ses ressources. Donc, D'accord. l'activité physique, non Oui, seulement ça diminue le stress, mais ça permet aussi de faire face euh, de mieux en mieux au stress, quoi, de s'habituer justement à gérer très son important. stress. Alors, Tiffaine, est-ce qu'on peut être maître de ses émotions, de ses sentiments et de son stress en situation de crise? C'est-à-dire dans une situation où il y a un passage à l'acte imminent, une agression imminente, puisque ça c'est la thématique que j'ai vue. Quel mécanisme on pourrait développer là-dessus? Alors, on peut essayer de gérer certaines choses. Pour les émotions, on l'a vu tout à l'heure, déjà, il faut travailler sur ces émotions, il faut les identifier et puis arriver à combler le besoin qui est associé afin de ne pas amplifier son émotion et par exemple dans le cas du stress, sa peur. Ensuite, quand on stresse, le premier truc à faire, c'est éviter d'ajouter du stress au stress. Alors là, vous allez certainement dire, elle est bien gentille celle-là, mais elle ne doit pas savoir ce que c'est. En fait, ce que je veux dire, c'est que le fait de stresser, on a vu, ça va engendrer, par exemple, une émotion telle que la peur. Et cette peur, elle va vous conduire à imaginer le pire. D'accord? Et jamais, en fait, on va aller imaginer le mieux. D'accord? Donc, ce que je veux dire par n'anticipez pas, ça va être rester dans le présent, dans la réalité du présent. C'est le seul moyen que vous avez pour rester rationnel, pour évaluer les priorités et faire les bons choix. Donc, pas d'anticipation. Ensuite, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que les tâches que vous avez à accomplir, vous les connaissez. Vous savez ce qu'il faut faire. En gros, vous êtes en mode automatique activé. Alors, je m'explique un petit peu, mais pareil, promis, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas vous endormir. Mais en gros, c'est
vous avez une zone de votre cerveau qui s'appelle le cervelet et qui va traiter toutes les informations automatiques. Alors, pourquoi je vous dis de vous faire confiance? C'est parce que les tâches, à force d'être répétées, vous les faites sans vous rendre compte. Par exemple, un exemple hyper simple, le matin, quand vous allez prendre une douche, vous n'êtes pas en train de réfléchir à tout ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah oui, il faut que j'ouvre le robinet, il faut que j'ouvre un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide, etc. » Vous faites en mode automatique. Ben, c'est pareil pour toutes les tâches que vous avez à accomplir dans votre travail, que vous faites de façon très régulière et que vous avez l'habitude de faire. Donc, faites-vous confiance et faites confiance en votre cervelet. Votre mode automatique est activé, donc n'allez pas vous auto-saboter en commençant à réfléchir à ce qu'il faudrait faire. Ensuite, on a vu tout à l'heure qu'un effet du stress, ça va être d'agir sur vos pupilles. Alors, on peut très rapidement contrer cet effet. Quand on stresse, ce qui se passe sans qu'on s'en rende compte, c'est que finalement, votre vision va se focaliser sur ce qu'il y a devant votre nez. En gros, on est focus devant soi et tout ce qui est autour, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Alors ça, vous pouvez travailler dessus très simplement en situation de stress. Ça va être d'élargir votre vision. Alors, comment on fait ça? On fait ça hyper simplement. Il suffit de se tenir bien droit, la tête droite, on ne bouge pas la tête et on regarde au loin. Quand on regarde au loin, sans bouger sa tête, vos yeux ne restent jamais trop longtemps figés sur un même point. Et donc, petit à petit, vous allez passer en vision panoramique et vous allez pouvoir voir ce qui se passe sur les côtés, au-dessus et en dessous, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, quand on stresse, on est facilement haletant et on est facilement en hyperventilation. Pourquoi? Parce que de base, les 3/4 d'entre nous, on respire mal. Alors, quand je dis on respire mal, c'est qu'on respire via ce qu'on appelle la respiration thoracique. C'est ce que vous voyez à droite, pour ceux qui ont la chance de voir la slide, du coup, qui est entourée en bleu avec la respiration du coup thoracique, qui en fait ne permet de ne remplir que 30% de votre capacité pulmonaire. Alors, la respiration thoracique, c'est quoi? C'est quand en fait vous respirez avec votre thorax et que vos épaules se relèvent. Il existe une autre respiration, c'est ce que vous voyez en rouge, c'est la respiration abdominale. Pour ceux qui ont des bébés, regardez vos bébés, ils respirent avec le bas du ventre. C'est la respiration qu'on utilise dès la naissance. En fait, le bas du ventre se gonfle et ça permet de remplir la totalité de votre capacité de vos poumons. Donc ça, déjà, le fait de mieux respirer, de respirer pleinement, finalement, ça va vous aider à vous calmer et à revenir à une situation un petit peu de base en termes de physiologie. Et ensuite, il y a autre chose qu'on trouve aussi chez les enfants, ça va être les soupirs physiologiques. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? C'est quelque chose de très simple. C'est les 2 inspirations très rapides suivies de l'expiration qui est plutôt longue quand un enfant sanglote. Et bien, imiter un enfant qui sanglote 2 à 3 fois de suite, ça permet de chasser un maximum de dioxyde de carbone, ce qui est quand même la fonction première de la respiration. Et ça va vous permettre, pareil, de revenir à un taux de base en termes de physiologie et donc de vous calmer en termes de respiration. L'autre point sur lequel vous pouvez agir, ça va être sur les accélérations du rythme cardiaque quand on est du coup stressé. Alors, il faut savoir que le cœur, il est très lié au système nerveux autonome et qui, lui, va se décomposer en 2 sous-systèmes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, ce qu'il faut retenir, c'est que lui, il permet d'augmenter le rythme cardiaque et sa respiration. C'est pas trop ce qu'on veut, parce que quand on est stressé, on le fait déjà tout seul. En revanche, son système nerveux parasympathique, lui, il permet en fait de vous calmer, puisque lui, il est responsable de tous les phénomènes de récupération, de réparation, de repos. Alors, on va miser dessus. Alors, comment on fait simplement? Eh bien, on mise sur les expirations. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous inspirez, que vous soyez stressé ou pas d'ailleurs, vous allez activer votre système nerveux sympathique sans vous en rendre compte. Donc, votre cœur va s'accélérer. Et chaque fois que vous allez expirer, eh bien, c'est l'inverse. Vous activez votre système nerveux parasympathique et donc, en gros, vous activez le mode relaxation-repos. Donc, quand vous stressez, essayez de vous rappeler qu'il faut faire des expirations très longues.
Et je vais juste dire un tout petit mot sur la cohérence cardiaque, mais très rapidement, mais c'est par rapport à ce dont je viens de parler finalement. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est une respiration qui n'est pas du tout naturelle, c'est quelque chose qu'on fait de manière volontaire. On va avoir des inspirations et des expirations en termes de temps égal. Et quand on inspire et quand on expire de façon égale, et ben, le cœur ralentit de façon égale. Donc, il existe finalement pas mal de petites astuces que vous pouvez utiliser facilement. Mais encore une fois, pensez à ce que je vous ai dit en tout début. Il ne faut pas anticiper et surtout, vous êtes en mode automatique activé. Donc, tout ce que je viens de vous dire, ça marche super bien à condition de s'entraîner en conditions non stressantes, quand tout va bien à la maison, quand tout va bien au travail, de façon à ce que quand vous soyez finalement en situation de crise ou de stress, ça soit un réflexe chez vous de respirer avec la respiration abdominale, de maîtriser la cohérence cardiaque, de penser à des expirations longues, etc. Voilà ce que je pouvais dire écoute, mais déjà, sur ça rassure. quelques petits trucs, astuces. La respiration, tu as parlé de cohérence cardiaque, tu as parlé d'outils qui sont sympathiques, comment freiner un peu le rythme. Ça, c'est très intéressant. Bruno, d'autres outils? Bon, déjà, je pense que dans le cadre de la gestion du stress, hein, la première chose à faire, c'est d'essayer de limiter les situations de stress. Hein, ça, c'est moins on a de stress dans son travail, alors ça, c'est à la charge de tout ce qui est prise en compte des risques psychosociaux, amélioration des conditions de travail, éventuellement essayer de comprendre les situations de crise et d'en tirer l'analyse de manière à comprendre comment cette situation est arrivée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience. C'est bien de comprendre comment la situation est arrivée, ce qu'elle a généré, les moyens qui ont été mis en place et comment on pourrait faire pour que ces situations ne se reproduisent pas. À partir du moment où le salarié sait qu'il va travailler dans un milieu plus sécurisé, effectivement, il va moins gérer de stress. Si à toutes ces questions, on lui apporte une réponse, il y aura moins de stress. Voilà. Ensuite, au sein de GZV, on a développé ce qu'on appelle le GZEOP. Alors, gestion du stress, des émotions et optimisation de la performance. Alors, le GZEOP, c'est quoi? C'est des apprentissages de différents procédés, méthodes et techniques qui permettent de développer la capacité à donner du sens à la situation et pourquoi je fais face à cette situation, la capacité à s'adapter, comment je fais et avec qui je fais pour faire face à cette situation, la capacité à rester connecté, qui va m'aider, face à quel environnement et comment je vais faire après pour essayer de résister à cette situation et les capacités à se projeter. Hein, si je dois le faire, le refaire, comment je le referai. Et puis après, capacité à prendre de la hauteur, ce que j'appellerais l'analyse après action. Voilà la méthode, les outils du GZEOP. Donc il y a un outil, il y a des possibilités avant, pendant et après pour gérer son stress, quoi. Ah, tout à fait. Alors, nous, le GZEOP, si je voulais le détailler un petit peu, hein, déjà, j'ai repris pas mal de techniques qui sont issues des tops. Ensuite, comme je suis préparateur mental, j'ai introduit pas mal de techniques sur la préparation mentale. Et comme on est dans un milieu, hein, je parle du milieu du soin et De l'éducation. Hein, je fais appel à tout ce qui est la gestion de ses propres émotions et surtout la gestion des émotions des autres. Parce que si on se connaît bien, on arrivera à se gérer, mais si on arrive à comprendre les motivations et les émotions des autres intervenants, là on est encore plus performant. Donc toute cette situation, ça permet de s'auto-motiver et de se motiver pour accomplir des objectifs tout en conservant les gratifications instantanées. Ensuite, comme on est dans le métier du social, hein, on fait beaucoup appel à tout ce qui est la communication non violente. Hein. CNV, oui. Cette communication qui est tournée pour résoudre pas mal de conflits. Et comme tu l'as dit, hein, la violence commence quand les mots s'arrêtent. Donc tout ce qui est communication est bien développé au sein du GZEOP. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait
comment on pourrait faire le distinguo avec le coaching, un mot qu'on entend souvent aujourd'hui. Comment tu pourrais le présenter, Tiffaine? On est dans les temps, hein, il nous restera une quinzaine de minutes, c'est la dernière question que je vais poser. Et après, on prendra en compte les questions qui ont été posées tout au long du déroulé. Qu'est-ce que c'est que le coaching? Qu'est-ce que ça représente? Alors déjà, le coaching, ce n'est pas une formation. C'est une démarche qui va être volontaire, etc. Moi, tel que je le vois, et en tout cas que je le pratique en tant que coach professionnel, c'est un accompagnement qui est individualisé, qui va être centré sur la personne. Il est basé sur un axe présent-futur et en lien avec un objectif précis qu'on va déterminer ensemble. Et ensuite, en gros, pendant un coaching, on va passer à la loupe plusieurs choses. Alors, quand on est dans cette problématique de stress, des émotions, quand on va faire, on me demande un coaching pour la gestion du stress, par exemple, on va passer à la loupe tous les déclencheurs. Quels sont les déclencheurs qui m'engendrent un stress? Comment je réagis par rapport à ce stress en termes d'échelle, etc., etc. Et on va voir où est-ce qu'on se situe. On va bien sûr travailler sur les émotions liées et on va aller identifier et combler les besoins cachés. Parce que ça, on a l'impression que c'est très facile. Ah oui, la peur, j'ai besoin d'être rassurée. En réalité, ce n'est pas si simple. Et en coaching, on va énormément creuser ce point. Mais on va aussi travailler d'autres choses. C'est ce que j'appelle les ressources de la personne. On va tout d'abord travailler sur ses ressources internes. Hein, c'est ce que j'ai voulu symboliser à droite, à gauche sur la slide avec la boussole. On va travailler sur la boussole interne de l'individu qu'on accompagne, donc ses valeurs, ses qualités, ses motivations et ses talents. Et quand je parle de talent, pas forcément que le virtuose au piano ou le petit rat de l'opéra, d'accord? Donc, on va aller identifier, creuser un petit peu tout ça, et parce que souvent, c'est très méconnu de la personne en elle-même. Et ensuite, c'est ce que j'ai voulu schématiser par ces petites mains tendues, ça va être aller voir ses ressources externes, les identifier, à qui je peux parler, vers qui je peux me tourner, mon environnement, mes conditions de travail, etc. Qu'est-ce qui est perfectible, améliorable? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Et ensuite, on va travailler les freins, tous les freins qui vous empêchent aujourd'hui de ne pas réaliser votre objectif. Les freins, ça va être vos limites, ça va être tout ce que vous ne pensez ne pas pouvoir faire finalement. Donc petit à petit, on va déconstruire ces limites, toujours en lien avec l'objectif. Par exemple, j'entends souvent quand j'accompagne quelqu'un sur cette problématique de stress, on va me dire non mais attends Tiffaine, je vais quand même pas dire à mes collègues que là je suis morte de trouille, que ça me fait très peur. Et on va aller regarder. Et pourquoi pas, on pourrait. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas en parler, etc. On va travailler sur toutes les croyances associées autour de cet objectif, etc. Donc pour ça, on a plein d'outils pour creuser, etc. Donc on a une boîte à outils assez conséquente, mais ce qui est important, c'est de trouver les outils qui vont convenir à 300% à la personne qu'on accompagne. Donc, c'est un accompagnement qui est vraiment personnalisé. Et puis, on va aussi, comme Bruno vient d'en parler, comme vous utilisez finalement dans le GZEOP, tout ce qui est communication non violente, on va aussi pouvoir proposer des outils de programmation neurolinguistique, par exemple. On va pouvoir aussi travailler sur les pensées positives, etc. On a beaucoup d'outils à notre disposition. Le but du jeu, c'est que la personne atteigne son objectif et que pour ça, elle construise un plan d'action réaliste et réalisable par lui et pour lui. Voilà, ça va être ça un petit peu le coaching. Merci. Écoutez, voilà, on arrive au terme. Là, maintenant, on va passer aux questions. Écoutez, pour nous, l'objectif est atteint parce que ce qui nous fait plaisir, c'est que dans les personnes qui ont répondu un peu aux invitations, ça montre l'intérêt qu'il y a à se pencher sur cet aspect émotionnel dans l'intervention. Il y a des pompiers, des enseignants en sport de combat, des coachs, des infirmiers ou des infirmières, des travailleurs sociaux, protection judiciaire de la jeunesse, foyer de l'enfance, des étudiants, des centres de formation, même des policiers, dont certaines du RAID, qui ont répondu à cette invitation
car on est tous concernés, et si j'ai bien compris, le maître mot que je tire moi de cette petite intervention, c'est que ça nous concerne tous. Il n'y a pas de personne qui est protégée face à un événement qui peut être considéré comme stressant et agressif. Alors là maintenant il y a les réponses, les questions écrites dans un premier temps, et ensuite vous levez la main. Alors là aussi j'espère que vous trouverez le bon bouton. Vous levez la main et on branchera le micro pour que vous puissiez vous exprimer. On va se donner une petite vingtaine de minutes d'échange avant de se quitter. Voilà, donc première question, c'est est-ce que le fait d'avoir vécu une situation de stress aigu expose davantage à une vulnérabilité par rapport à de nouvelles situations de stress? Ou peut-on en tirer un enseignement malgré tout? Quelle différence entre stress négatif et stress aigu? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Alors moi, je veux bien essayer de répondre à une partie de la question. Je pense que je ne sais pas qui a posé la question, mais j'espère avoir éclairé pour le stress négatif et stress aigu, etc. Il faut savoir que quand on stresse, en fait, je vous ai dit, hein, votre corps va enchaîner un petit peu des réactions physiologiques, et afin de faire face aux situations stressantes immédiates. Mais il faut aussi savoir que ces réactions, elles vous préparent aussi à des situations stressantes similaires, futures, en renforçant finalement votre mémoire de ce que vous venez de vivre. Donc, on en tire un enseignement. Après, c'est ce que vous allez en faire derrière qui peut faire la différence. Et puis, ça va être aussi qu'est-ce que j'en tire et qu'est-ce que j'apprends de moi. Alors, je rejoins un peu ce que disait Bruno. Si j'ai bien compris là-dessus, c'est que si je m'entraîne sous stress dans certaines conditions, je peux acquérir un portefeuille de réponses qui peuvent s'adapter à une nouvelle situation stressante. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Non, non, c'est Ah, ça. je ne me trompe pas. Ouais. Il y a même des études très récentes qui montrent que vous avez des sportifs de haut niveau. Donc là, je sais que c'est pas trop le public qu'on a en face de nous, mais qui s'entraînent en conditions de stress assez intensives. Je crois que même dans les écoles de police, ils le font de plus en plus. On se met en condition pour que le jour J, on soit prêt. Malheureusement, on n'est jamais prêt à tout, mais on peut se mettre en condition, etc. On réduit l'imprévisibilité, on réduit l'incertitude et la pratique devient un automatisme. Ok. Après, le stress aigu, il faut faire très attention parce que si on n'arrive pas à couper ce système de stress aigu, éventuellement on peut générer un syndrome post-traumatique. D'accord. Le stress aigu, c'est l'amygdale qui est suscité en permanence. Et si à un moment on ne trouve pas un moyen d'en sortir, alors généralement c'est l'action, hein, c'est la prise en compte de ce problème, c'est essayer de trouver des solutions, hein, on risque de développer un syndrome post-traumatique. D'accord. Alors, autre question de Julie qui nous demande si une personne est très stressée, voire bloquée, dès qu'elle fait une erreur, et que le stress dure 2 jours, et que ce blocage revient à chaque nouvelle erreur, est-ce un stress aigu ou est-ce un stress chronique? Mais je crois qu'il y a un peu dans le stress aigu, c'est un stress ponctuel, très intense, etc. Le stress chronique, c'est un stress qui revient, qui peut se renouveler. Donc, si la personne, elle stresse à chaque fois qu'elle fait une erreur et que ce stress revient régulièrement, ça sent quand même très rapidement le stress chronique, à mon avis. Ouais, cependant, ben, si jamais tout ça se met en place, il faut comprendre pourquoi ça se met en place. C'est ça, il faut travailler sur tout ce qu'il y a autour. Si dans son esprit, déjà, elle se dit, si je vais faire une erreur, je vais être bloqué, il faut qu'elle apprenne aussi à relativiser, à se dire, bon, écoute, c'est pas grave, je continue, je recommence. Et comme ça, elle va aussi s'habituer à évacuer son stress. Effectivement, si chaque fois qu'elle va passer à l'action, elle va se dire, je vais échouer, forcément, elle se conditionne pour échouer, et forcément, ça ne fera qu'augmenter le stress. Hein, il y a peut-être aussi une façon de se projeter mentalement en se disant, bah là, je vais réussir. Et je pense que si elle pense qu'elle va réussir, elle va s'améliorer. D'accord. Ça serait, parce que j'ai vu le mot angoisse,
quelqu'un qui a une angoisse, c'est quelqu'un qui pourrait être dans une situation de stress. Déjà les Voilà. effets négatifs. Suite à une expérience et qui a peur de sa réitération. Qui a peur de nouveau de connaître l'échec. Et si elle se dit maintenant ça va bien se passer et je vais me donner les moyens pour que ça se passe bien, elle va développer ses capacités, elle va augmenter ses ressources qui vont nous permettre de passer l'épreuve, Ok. de faire face. Et pour y voir plus clair, l'angoisse, c'est par rapport à quelque chose qui est défini. L'anxiété, ça serait plutôt quelque chose qui est plutôt chronique. Je suis anxieux, mais presque au bout d'un certain temps, je suis anxieux de tout, j'ai peur de tout. Est-ce qu'on pourrait le classer comme ça? Qui est quelque chose qui soit chronique où la personne, parce qu'on s'aperçoit des fois des personnes. L'anxiété, c'est quelque chose enfin, à force, on imagine finalement. Et mais ce qu'on voit des fois sur certains professionnels, c'est que quelqu'un qui a été agressé, bon, après, bon, bien sûr, j'ai peur sur une situation donnée parce que j'ai vécu, comme on dit, chat échaudé, hein, j'ai vécu un événement qui fait que je crains sa réitération. Et après, on s'aperçoit que la chronicité, c'est la personne a peur de tout. Y compris de voir le portail d'entrée du bâtiment où elle travaille. Déjà, elle a la boule au ventre et déjà, elle redoute de se représenter au travail. Alors qu'il y a moins de risques de réitération. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Mais justement, c'est quand je parle que la gestion du stress, elle est globale, c'est là qu'on se dit, par le retour d'expérience, qu'est-ce qui a été pris en compte? Qu'est-ce qui s'est produit depuis l'agression de manière à ce que ça puisse pas se reproduire? Alors si, mais bon, il y a eu des améliorations, des changements de conditions de travail. Il y a peut-être eu de la formation qui m'a appris à gérer mes émotions. Il y a peut-être des formations qui m'ont appris à gérer justement les situations de violence. Hein, il faut voir que depuis qu'on a été agressé, qu'est-ce qui nous a fait augmenter nos ressources? Et quelles ressources, quelles stratégies on a mis en place pour que cette agression ne puisse pas se renouveler? D'accord. Des questions encore? Les personnes veulent s'exprimer directement ou est-ce qu'il y a une question? Il y a Odile qui dit pour ces questions traumatiques, il y a aussi une méthode pour clamer le jeu, le MDR, oui, et travailler à reconnaître mes besoins pour me reconnecter à mes ressources. Tout à fait, ouais, tout à fait. Le MDR est une très bonne technique. Alors c'est un mouvement qui compte le mouvement des yeux. Hein, c'est une technique qui s'occupe du mouvement des yeux et qui permet d'enregistrer, qui permet de créer des endroits safe, hein, qui permet de s'y retourner. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de MDR, mais les retours que j'en ai eus, c'est quelque chose qui marche très bien. Oui, les yeux, le tapping pour les enfants, oui. D'accord. Ok, merci. Très bonne méthode, hein, pour la gestion du stress. Merci pour cette précision, Odile. Autre question? Il nous reste quelques minutes avant de nous quitter. C'est bon? Ben écoutez, je pense qu'on a fait peut-être le tour. Désolé, vraiment désolé pour ces problèmes techniques, mais je crois que bon, on se penchera. Vous avez le replay, donc on vous enverra un lien. On a enregistré vos mails. Vous pouvez encore poser des questions si vous voulez des pistes ou vous avez besoin de précision. N'hésitez pas à revisionner, et là vous aurez en plein écran, c'est promis, les diapos, les différents slides. En tous les cas, merci pour votre participation. Bonne continuation et restez prudents. Au revoir. Merci Bruno, merci Tiffaine. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous.